Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous accueillons Capitaine Canada. Aimez-vous ce surnom, Scott Lezakowski? Je parie que oui. Eh bien, oui. D'ordinaire, je préfère garder un profil plus bas. Mais pourquoi pas Capitaine Canada? Après tout, on a besoin d'un capitaine en ce moment. Alors, je vais me sacrifier. Vous êtes à Vancouver, je ne voulais pas vous appeler Capitaine Canuck. Votre navire aurait pris l'eau, disons. Oui, ça a été plutôt difficile, mais je suis toujours un fan des Leafs et eux souffrent aussi depuis longtemps. Disons que ce n'est pas idéal pour moi sur le plan du hockey en ce moment. Au moins, vous êtes content parce que les Leafs ont eu droit au premier choix au repêchage et les Canucks le troisième. Ouais, je suppose. Beaucoup de bruit. Je vais plutôt encourager le vrai capitaine Canada en Europe pour les championnats du monde. On pourra peut-être prendre notre revanche à ce moment-là. Et la Coupe du monde de foot s'en vient aussi. Oui, c'est une période passionnante, ça c'est sûr. J'étais à Toronto la semaine dernière et je suis allé voir le Toronto Tempo. J'ai vu la première victoire de la franchise. Une expérience exceptionnelle, je le recommande vivement à tous les auditeurs. Le stade est beau, une super ambiance, très sympa, un match passionnant. Je le recommande vivement. Les ligues sportives féminines se portent bien et c'est une excellente chose. Elles ont été négligées pendant bien trop longtemps et reçoivent désormais la reconnaissance qu'elles méritent. Tout comme le marché boursier canadien d'ailleurs. Nous vous avons reçu à plusieurs reprises depuis que le marché canadien surpasse clairement celui des États-Unis et affiche d'excellents résultats à pratiquement tous les égards. Et cela continue, pas vrai, Scott? Et comme vous allez le souligner, cela ne concerne pas seulement l'or ou le pétrole, c'est une très bonne nouvelle pour le Canada dans son ensemble. On sait que le Canada a connu une année exceptionnelle l'année dernière. Il a progressé de plus de 30%, voire près de 35%, des résultats très solides. Cette année, ça se passe plutôt bien. Cette dernière petite poussée que nous avons observée, mis à part le rouge que nous voyons à l'écran aujourd'hui. Depuis les creux de mars, le marché a été largement dominé par les États-Unis et par les grandes et très grandes capitalisations américaines. Ainsi, depuis le début de l'année, en dollars canadiens, le Canada a en fait pris du retard par rapport au S&P 500, d'après ce que je vois à l'écran ce matin. Mais les rendements restent tout de même assez solides dans l'ensemble, et si l'on examine simplement la performance par secteur depuis le début de l'année, c'est le type de marché dans lequel on s'attendrait à ce que le Canada se porte bien, avec des secteurs comme l'énergie, la finance et les banques en tête. Un environnement dans lequel le Canada excelle. L'année dernière, nous avons connu une bonne tenue, le Canada était un marché de premier plan, mais cela provenait des matériaux et plus précisément de l'or et de la technologie. Ce n'est donc pas exactement la composition sectorielle d'un marché solide pour le Canada. Cette année, la vigueur des marchés boursiers présente un caractère un peu plus cyclique. Bien sûr, le Canada est très exposé au secteur cyclique. C'est donc une situation plutôt favorable pour le Canada, même s'il a pris du retard au cours des 2 derniers mois. Oui, et nous allons passer en revue une présentation que je vous ai vu faire il y a quelques semaines, je crois. Depuis, vous vous êtes réunis avec vos collègues à Toronto pour discuter de la stratégie et des perspectives d'investissement. Nous aurons droit à une petite mise à jour, mais passons en revenu sur cette présentation. Comme c'est souvent le cas lorsque je vous écoute parler, j'ai retenu un sentiment d'optimisme pour le Canada en général, pour l'économie canadienne, pour la position que le Canada occupe actuellement dans le monde, compte tenu de circonstances dont il n'est pas responsable, mais qui, d'une manière générale, vont le remettre sous les feux de la rampe. Et si nous en tirons parti, il y a un très beau résultat à la clé d'un point de vue économique
qui pourrait se concrétiser au cours des 10 ou 20 prochaines années si nous savons bien jouer nos cartes, bien sûr. Ouais, je suis content que ce soit ce que vous ayez retenu. Le message principal que nous voulions faire passer lors de notre présentation, c'est qu'il existe un potentiel considérable au Canada pour l'avenir au cours des 5 à 10 prochaines années. Et espérons-le, au-delà. Nous avons également souligné ce que j'appelle une normalisation de la croissance des bénéfices. Lorsque les gens pensent au Canada, ils pensent à des secteurs très cycliques, les ressources, les matières premières, le pétrole, l'or, les banques. Ce sont les principaux moteurs. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Après la sous-performance des 10 ou 12 dernières années, nous avons surperformé ces 2 dernières années. Alors peut-être sommes-nous entrés dans la prochaine phase de surperformance relative du Canada. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau. J'utilise cette diapo qui compare la performance relative du TSX par rapport au S&P 500 sur plus de 50 ans. On constate que ces cycles, les périodes de surperformance ou de sous-performance relative, durent plus d'1 an. On parle plutôt de décennies que d'une seule année. Nous avons sous-performé les États-Unis pendant 10 ans et nous commençons maintenant à surperformer. En tant que gestionnaire de portefeuille d'actions canadiennes, je ne peux qu'espérer que nous sommes à l'aube de 10 années de surperformance relative. Mais l'un des principaux moteurs de cette surperformance relative est cette normalisation de la croissance des bénéfices, et ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit ce mois-ci avec la hausse des prix du pétrole ou l'année dernière avec celle des prix de l'or. Certes, ces facteurs contribuent à la normalisation de la croissance des bénéfices, mais au cours de cette période de 10 ans, le Canada a sous-performé les États-Unis en termes de croissance des bénéfices. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait sous-performé l'indice S&P 500 en termes de performance des cours. Cependant, au cours des 18 à 24 derniers mois, la croissance relative des bénéfices a commencé à se normaliser et en réalité, les deux marchés affichent désormais un taux de croissance des bénéfices très similaire. En fait, si l'on examine la situation aujourd'hui, le Canada dispose probablement d'un léger avantage pour 2026. Cela s'explique en partie par l'impact du prix du pétrole. Nous pensons donc que cette normalisation de la croissance des bénéfices, qui s'aligne davantage sur celle du marché américain, devrait entraîner une normalisation de la performance relative des cours. Et nous commençons à observer ce phénomène. Bien sûr, on fait le reproche qu'il ne s'agit que de l'or ou du pétrole, mais l'un des points que nous faisons valoir est que oui, l'or et la hausse du prix du pétrole au cours du dernier mois, voire des 2 derniers mois, ont certainement fait basculer la contribution aux bénéfices du secteur de l'énergie d'un niveau légèrement négatif à un niveau raisonnablement positif. Je pense que les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 20% pour ce secteur en 2026. Et si l'on considère l'ensemble, la croissance des bénéfices prévue pour le TSX est de l'ordre de 20 ou 22% pour l'ensemble du marché, ce qui est assez conforme, voire légèrement supérieur à celle des États-Unis. Je n'ai pas examiné la situation aux États-Unis. Il se passe également beaucoup de choses au niveau des bénéfices aux États-Unis. Mais si l'on se concentre sur le Canada, 8% de ces 22% proviennent du secteur aurifère. Donc, s'il y a une chose dont il faudrait s'inquiéter, ce serait une forte correction du cours de l'or. Ce que je trouve intéressant, c'est que le cours de l'or a connu une forte hausse jusqu'à 5 000 $ plus tôt cette année, puis a fluctué, il n'a pas vraiment augmenté et n'a pas atteint de nouveaux sommets. Pendant que le cours de l'or fluctuait, les révisions à la hausse des estimations pour les actions aurifères ont en fait été positives. Nous avons donc réellement besoin que le cours de l'or contribue à cette croissance des bénéfices de 8%, c'est 8% sur les 22%. Il faut vraiment que l'or aille dans la bonne direction. L'or est difficile à prédire, je ne vais donc pas me prononcer là-dessus, mais si nous devions nous inquiéter de quelque chose, ce serait un léger frein. Le secteur de l'énergie continue probablement à hauteur de 3% des 22%, les banques à environ 9%, mais ensuite, ce sur quoi j'aimerais que l'auditoire se concentre, c'est justement tout le reste. Ainsi, lorsque l'on réfléchit à la croissance des bénéfices dans l'ensemble des secteurs comme l'industrie, les biens de consommation discrétionnaires, les produits de première nécessité, la finance, y compris les banques, mais aussi la technologie, ces secteurs représentent une part importante du marché. Je sais que la majeure partie de notre marché est constituée de l'énergie, des matériaux et des services financiers,
Mais si l'on considère le cœur du marché, on observe une croissance prévisionnelle de bénéfices de 10 à 12 et les révisions sont légèrement positives. Il ne faut pas grand-chose pour que cela se concrétise, et on pourrait faire valoir que certains de ces secteurs, comme l'industrie, sont fortement pénalisés par des secteurs tels que le rail, et qu'ils sont encore aux prises avec des problèmes plus spécifiques à leur secteur. Ou même les banques, pour lesquelles on prévoit une croissance de bénéfices de l'ordre de 9 à 10 mais le secteur financier dans son ensemble est plus proche de 15. On a donc cette part importante du marché qui affiche une croissance des bénéfices de 10 à 12. Ce n'est pas exactement 22 mais il reste encore une certaine marge de croissance des bénéfices, pour ainsi dire, en dehors des secteurs de l'énergie et des matériaux. Je pense que c'est un élément vraiment important à souligner concernant cette normalisation de la croissance des bénéfices. Scott, je discute avec des gestionnaires d'actifs européens et quand nous abordons la question de la croissance des bénéfices en Europe par rapport aux États-Unis, ils me demandent si l'Europe pourra un jour égaler les États-Unis à cet égard. En un mot, la réponse est non. Dans le meilleur des mondes, cela n'arrivera tout simplement pas. Donc, pour que le Canada soit là, à cette hauteur, il y a certes des facteurs favorables dans certains domaines clés, mais cela reste tout de même assez impressionnant. Et cela après une période de plus de 14 ans. Oh, il a nettement sous-performé les États-Unis. On se trouve à des niveaux de valorisation différents. Et bien sûr, les niveaux de valorisation sont différents quand on examine l'ensemble du marché canadien, où l'on trouve des valeurs des secteurs des matériaux et des services financiers, par opposition aux valeurs technologiques qui affichent des valorisations exagérées selon tous les indicateurs. Cela place le Canada dans une position très favorable, et ces cycles vont durer longtemps, comme nous l'avons déjà évoqué lors de vos précédentes interventions. Oui, et c'est là que je vois l'opportunité à long terme. C'est ce dont je plaisantais lors de ma présentation, le gestionnaire de portefeuille aux deux visages. Bien que nous soyons très optimistes et enthousiastes à l'égard du Canada sur le long terme, il faut rester prudent. Je m'en voudrais de me faire une émission avec vous sans citer de chiffres, mais regardons un peu les périodes mobiles de 12 mois. La période mobile de 12 mois que nous venons de connaître, au cours de laquelle le TSX a enregistré une performance de 34 ou 35. Et si l'on examine toutes les périodes mobiles de 12 mois en remontant dans le temps, je crois que les données dont je dispose remontent aux années 50, les 12 mois que nous venons de connaître au TSX se classent parmi les meilleurs dans le décile supérieur, ce qui est un résultat fantastique pour ceux qui étaient là et qui ont pu en profiter. Mais pour l'avenir, à quoi ressembleront les 12 prochains mois? C'est un peu mitigé. Les 3 à 6 prochains mois pourraient être bons, positifs, avec des rendements corrects, mais si l'on considère les 12 mois à venir à partir de ces périodes du décile supérieur, on a moins de chances d'obtenir un résultat positif et je pense que le rendement médian se situera autour de zéro. Je pense que si nous observons une certaine volatilité au cours des 6 à 12 prochains mois, ce sera une excellente occasion de pratiquer les placements échelonnés, votre activité préférée, Dave. Mais aussi de garder à l'esprit ce gain à plus long terme que nous voyons dans les perspectives de l'économie canadienne. Je tiens à être clair ici, je détesterais que les gens me trouvent trop optimiste pour le Canada et que dans 6 mois, le marché se corrige et qu'ils disent qu'ils auraient dû vendre leurs titres canadiens après ce rendement de 35. Alors, parlons-en plus en détail des résultats financiers et du potentiel du marché. J'ai reçu Éric Lasselle il y a environ une semaine, l'une des plus récentes émissions. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, peu importe où vous écoutez vos balados, que ce soit sur YouTube, car nous sommes aussi en vidéo. Comme je le dis souvent, la plupart des gens préfèrent l'audio, pas seulement à cause de moi, mais parfois de nos invités. Mais vous, vous avez l'air en forme aujourd'hui, Scott. Quoi qu'il en soit, on aimerait beaucoup que vous nous suiviez et que vous nous donniez une belle note de 5 étoiles. Nos cotes d'écoute augmentent et c'est tant mieux.
Mais avec Éric Lasselle, nous avons parlé de cette opportunité pour le Canada en raison de tout ce qui se passe dans le monde. Bon, il faut savoir où placer ses priorités. On veut parfois faire preuve d'un peu de retenue et se dire que tout n'est pas qu'une question d'argent. Il y a d'autres choses qui sont importantes aussi. Et c'est ce qui rend le Canada si spécial. Mais néanmoins, il y a une vraie opportunité ici, comme vous le dites, dans une telle période de rendement boursier, pas seulement l'année dernière, qui a été exceptionnelle, mais les 2 années précédentes, qui ont été bonnes sur les marchés. Nous avons en fait connu 42 mois de marchés positifs au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Et il ne serait donc pas si surprenant de voir les choses se calmer un peu. Mais le grand changement depuis que je vous ai entendu, et nous en discutions justement avant de commencer, c'est le rendement. Les rendements obligataires ont commencé à grimper, à augmenter lentement. Si l'on regarde le bond du Trésor américain à 10 ans, il se situe juste en dessous de 4,6%. Lorsque je vous ai vu à Vancouver il y a 2 semaines, il était autour de 4,25%. C'est donc une évolution assez significative sur une courte période. Et comme vous l'avez dit, cela nous amène à nous demander où nous voulons être. Est-ce que je vais investir dans ces actions qui offrent une très belle croissance et une progression des bénéfices? On parle du Canada et des opportunités de dividendes. Nous pourrions aborder ce sujet un peu plus en détail. Mais à l'heure actuelle, est-ce que je préfère détenir une action canadienne à haut rendement ou bien une obligation? Voilà ce que se demandent les investisseurs. À mon avis, et bon, ce n'est pas un conseil que je leur donne, allez plutôt voir votre conseiller, mais beaucoup de gens vont opter pour les actions. Oui, je viens justement de passer la semaine à Toronto avec mes collègues où nous avons eu une discussion de cet ordre. Ce que nous voyons avec la hausse des rendements obligataires aujourd'hui correspond exactement à ce qui nous préoccupait lors de cette réunion. D'un côté, je pense qu'il y a beaucoup de points de vue constructifs sur les actions, les marchés boursiers, les valorisations, la croissance des bénéfices, tout le reste. Certaines thématiques, comme celle du cycle des dépenses d'investissement dont je vais parler, et la place du Canada dans ce contexte. Mais globalement, c'est positif pour les bénéfices et les résultats. Ce qui nous pose problème, c'est la valorisation en ce moment, ce qui relève davantage d'une réflexion à court terme. Mais en tant que grande société gérant des mandats et des portefeuilles équilibrés, nous pouvons en réalité nous montrer assez tactiques et opportunistes à ce sujet. Je pense donc qu'il faut simplement faire preuve d'une bonne dose de prudence quant à notre point de départ actuel, tout en combinant cela avec une vision à plus long terme, plus constructive. En général, si vous êtes un peu inquiet au sujet des actions, vous auriez envie d'aller acheter des obligations. Mais si vous êtes confronté à ce contexte de rendement obligataire, cela est un peu moins convaincant. Mais je laisserai cela aux experts en titre à revenu fixe quand ils passeront à votre émission. Ce dont nous parlions et qui tombe sous le sens, c'est ce cycle d'investissement à long terme ou cette opportunité d'investissement au Canada, avec la possibilité pour le pays d'y aller d'une reprise des réinvestissements de capitaux dans le secteur de l'énergie. La chose dont il faut se rappeler, c'est que ces phénomènes évoluent par cycle d'investissement et que ceux-ci sont de très longue durée. Il faut penser que l'argent doit être injecté dans le secteur, dans les investissements, qu'il faut récupérer son capital, puis générer un rendement. Et tout cela prend plus de 10 ans. Il s'agit donc de réflexions sur des cycles de longue durée. Ce sont des récits, des schémas avec des cycles ou des étapes qui varient, c'est donc différent. Et la raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est qu'un changement de discours est véritablement en train de s'opérer en ce moment.
On est encore au début, mais je pense que les événements auxquels nous assistons aujourd'hui vont peut-être l'accélérer. Si l'on pense à l'énergie, parlons du pétrole un instant, mais je pense que le raisonnement est similaire pour de nombreuses matières premières. Pendant très longtemps, nous avons connu une période où le secteur n'a pas réinvesti de capitaux. De nombreux facteurs ont expliqué cela. Certains étaient liés au marché, d'autres aux actionnaires qui trouvaient que les entreprises dépensaient trop d'argent. Vous ne tirez pas de rendement sur votre capital. Nous voulions que vous restituiez ce capital aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Nous voulons que vous assainissiez vos bilans. Et puis le marché des matières premières leur disait la même chose en leur signifiant: nous n'avons pas besoin de plus de ce produit, nous en avons assez. Le faible prix en est le signe, et cela s'installe. Le marché récompense les entreprises qui réinvestissent moins. Il y avait aussi un aspect environnemental, bien sûr. Plus vous produisez, plus vous générez d'émissions, alors réduisez cela aussi. Et à mesure que le marché commence à récompenser ces entreprises pour ce comportement, elles s'y habituent et se disent: c'est génial, si nous n'augmentons pas notre production, le cours de nos actions va monter. Fantastique, continuons ainsi. Et c'est quelque chose qui s'est produit au cours des 10 à près de 15 dernières années. Les dépenses d'investissement dans l'énergie, les dépenses d'investissement correspondent aux dépenses en capital, simplement l'argent que l'on dépense pour mettre en place une nouvelle production, ont atteint un pic en 2014 et n'ont cessé de baisser depuis. En conséquence, les actionnaires ont récupéré une grande partie de leur argent grâce aux dividendes et aux rachats d'actions. Les bilans sont en bonne santé, les entreprises sont dans une situation financière très solide, mais il y a une conséquence involontaire ou négative. Les réserves se sont épuisées. Il faut expliquer que lorsque vous extrayez un baril de pétrole du sol et que vous le transformez en produit raffiné, en essence ou en kérosène, eh bien, vous le mettez dans votre voiture, vous le mettez dans un avion, vous rentrez chez vous depuis Toronto, mais il n'y en a plus après. C'est une ressource épuisable. Nous devons donc la remplacer. Et au cours des 10 à 15 dernières années, nous n'avons pas remplacé ce que nous consommions. Cela se traduit par ce que l'industrie appelle un indice de durée de vie des réserves. Combien d'années de production votre base de réserve vous offre-t-elle? C'est donc votre durée de vie des réserves. Cela se situait probablement entre 10 et 15 ans, en 2013-2014, lorsque les dépenses d'investissement étaient élevées, et ce chiffre est désormais plus proche de 10. Au lieu d'une durée de vie des réserves de 13 ou 15 ans, nous en sommes désormais à 10 ou 11 ans. Et cela a attiré l'attention du marché. Lorsque l'on associe cela aux tensions géopolitiques que l'on observe aujourd'hui, je pense que le marché se dit: un instant, la demande est peut-être en baisse, ou l'intensité énergétique de notre économie diminue et nous en utilisons moins, mais nous en avons besoin encore. Et maintenant, nous réalisons que l'important n'est pas tant de savoir si nous l'utilisons ou non, ni s'il y en a assez, mais d'où nous l'attirons. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'une part importante de l'approvisionnement énergétique mondial est bloquée, nous enseigne que nous devons diversifier nos sources d'approvisionnement, assurer la sécurité énergétique et la diversité des sources d'énergie. Qui sont vos partenaires? D'où cela vient-il? Comment cela arrive-t-il jusqu'ici? Et les événements auxquels nous assistons aujourd'hui constituent notre deuxième avertissement. Le premier avertissement est survenu lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. L'Europe s'est demandé d'où elle allait tirer son gaz naturel puisqu'elle s'approvisionnait exclusivement auprès de la Russie. Nous devrions diversifier nos sources d'approvisionnement. C'est une façon très longue de dire qu'une opportunité est en train de se présenter pour le Canada. Comme on le sait, le marché est très intelligent et les capitaux affluent là où ils doivent aller. Cela semble assez élémentaire, mais le marché recherche les goulots d'étranglement. Les capitaux afflueront pour les éliminer, car là où il y a un goulot d'étranglement, on peut facturer une marge supplémentaire pour l'activité qui est actuellement bloquée. Et il y a tant d'exemples où cela se produit sur le marché aujourd'hui et tout au long de l'histoire, en fait.
Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le marché prend conscience qu'il faut recommencer à réinvestir dans l'approvisionnement énergétique. Les dépenses d'investissement doivent augmenter. Ainsi, au cours des 10 dernières années, le marché avait récompensé les faibles réinvestissements en dépenses d'investissement. Le taux de réinvestissement correspond à la part de votre flux de trésorerie que vous réinvestissez. Et donc, ces 10 dernières années, plus il était bas, mieux c'était. Ainsi, moins vous réinvestissiez dans votre entreprise, plus vous redistribuez aux actionnaires et mieux nous nous portons. C'est à ce moment-là que le cours de votre action augmentait le plus. C'est une situation un peu contre-intuitive. Aujourd'hui, nous commençons réellement à voir ce discours évoluer. Les entreprises commencent donc à être récompensées pour réinvestir une plus grande partie de leur flux de trésorerie. Le marché récompense la croissance de la production, car nous sommes dans un contexte où nous devons augmenter l'offre. Oui, j'allais justement dire que c'était une très longue réponse, Scott. Très bien. Laissez-moi conclure. Les auditeurs vont trouver que vous avez le souffle d'une éolienne après cette diatribe de 5 minutes. Mais je vous laisse conclure. Oui, donnez-moi la chance de conclure. C'est pourtant un concept intéressant. Certainement pour moi, peut-être pas pour d'autres. Bon, alors, quelle est la place du Canada dans tout ça? Eh bien, j'ai dit que nos entreprises étaient en excellente santé financière. Elles ont donc passé plus de 10 ans à dépenser moins d'argent pour développer de nouvelles sources d'approvisionnement et augmenter leur production. Elles ont assaini leur bilan, elles ont redistribué le capital aux actionnaires, elles se sont concentrées sur leur structure de coûts. Nous sommes confrontés à des prix du pétrole élevés, c'est vrai, ce qui est un problème de luxe pour les compagnies pétrolières, car elles génèrent beaucoup de flux de trésorerie. Même lorsque les prix des matières premières sont bas, elles sont en très bonne santé en termes de génération de flux de trésorerie disponibles, de bilan, etc. L'autre atout du Canada, c'est que nous avons des réserves. Les sables bitumineux connaissent des périodes de forte croissance, puis de graves crises, et je pense que les marchés vont désormais s'y intéresser et se dire que nous avons là des réserves dont la durée de vie est très longue. Si on trace un graphique de la durée de vie des réserves des super entreprises européennes et américaines, on constate qu'elle est en baisse. La durée de vie des réserves des producteurs de pétrole canadiens, elle, est restée relativement stable. Et en fait, elle est élevée et stable parce que les sables bitumineux, de par la nature de ces réserves, ont une durée de vie très longue. Il y en a beaucoup et les baisses sont très faibles. En gros, il suffit de les extraire du sol et de les transformer. C'est un secteur à forte intensité capitalistique, mais une fois que les installations sont en place, il est assez facile de maintenir ce niveau de production. Le Canada dispose donc de réserves à longue durée de vie. L'autre atout dont nous disposons, ça fait l'objet de nombreuses controverses, mais nous sommes satisfaits, c'est notre capacité excédentaire en matière de pipeline. Pendant très longtemps, nous n'en disposions pas et cela posait problème. Cela avait notamment un impact certain sur la capacité de croissance de l'industrie. Mais nous avons des entreprises qui jouissent d'une solide situation financière. Nous disposons de réserves dont la durée de vie est longue et nous avons une capacité excédentaire de pipeline. Ainsi, lorsque nous produisons ces réserves, nous pouvons les acheminer vers le marché. Enfin, dernier élément, qui est un phénomène récent, nous avons ce qui semble être un gouvernement disposé à soutenir l'industrie dans ses réinvestissements en capital. Pour moi, cela constitue une combinaison intéressante de facteurs qui n'étaient pas en place au cours des 10 dernières années. J'apprécie que tout le monde suive cette évolution, car je pense que cela pourrait ouvrir la voie à un changement de discours et à une transformation structurelle des opportunités de réinvestissement dans le secteur énergétique canadien, afin que le pays devienne un acteur mondial capable de fournir au monde entier une énergie à faible coût, si possible à faible émission, sûre et sécurisée. La position du Canada sur la scène mondiale pourrait ainsi s'élever pour en faire un acteur plus important. Ce sera formidable pour le secteur de l'énergie, mais aussi pour l'économie et je pense pour les résultats des sociétés cotées au TSX. De nombreux secteurs en bénéficieront. C'est donc un scénario très convaincant pour le Canada qui participerait à l'approvisionnement de réserves sûres, à faible coût et à faible émission au monde entier. Ce n'est pas très éloigné de ce que nous avons vu pendant la crise financière mondiale, où le système financier canadien s'est révélé être l'un des plus solides et des plus fiables, ce qui a changé la position du Canada d'un point de vue financier, en faisant de lui un élément essentiel des marchés financiers mondiaux. Cela avait porté ses fruits, mais je pense que cela continuera à porter ses fruits à l'avenir.
Mais lorsque nous abordons le sujet de l'énergie, il y a eu déjà quelques exemples, comme vous le mentionniez, avec l'arrivée de Shell, par exemple, qui a racheté Arc. Et puis, le Premier ministre a évoqué hier le doublement de notre capacité énergétique au cours des 2 prochaines décennies. Donc, encore une fois, comme vous le dites, on commence à voir une prise de conscience et une évolution dans ce sens avec l'arrivée de capitaux au Canada, espérons-le, et en tirant parti de cela, ainsi que de la compréhension des politiques d'un point de vue économique. Nous devons agir en ce sens. Oui, nous souhaitons disposer de davantage de données. Je dirais que certaines de ces tendances qui se dessinent sont relativement récentes. Si l'on lit dans la presse ce que disent les producteurs d'énergie canadiens, notamment les plus grands, on constate qu'ils sont encore un peu réticents à se développer. C'est donc quelque chose qui pourrait prendre un certain temps. Et je suppose que l'autre point que je voudrais soulever, on parle de pétrole parce que c'est le sujet brûlant du moment, mais en réalité, le Canada a une opportunité très intéressante et un rôle passionnant à jouer en matière de GNL, le gaz naturel liquéfié. Nous disposons de beaucoup de gaz naturel dans l'Ouest canadien, à très bas coût, avec de nombreuses réserves à faible coût qui peuvent être exportées vers le monde entier. Et c'est, je pense, un aspect souvent négligé, même dans le contexte actuel, car les gens se concentrent beaucoup sur le prix du pétrole, mais il existe d'importants goulots d'étranglement dans le secteur du gaz naturel liquéfié. Dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, le pétrole a eu un impact, mais il s'agissait davantage d'une situation liée au gaz, et je pense que le Canada joue un rôle important. Vous soulignez l'acquisition d'Arc Resources par Shell. Shell est l'un des principaux partenaires de LNG Canada, l'installation d'exportation. On pourrait faire valoir qu'ils renforcent ainsi leur base de ressources ici au Canada, ce qui favoriserait une future expansion des exportations de LNG Canada. Il y a donc un long chemin à parcourir et une place pour le Canada dans cette prise de conscience renouvelée de la nécessité de réinvestir dans notre approvisionnement énergétique qui doit provenir de sources sûres et fiables ayant accès au marché. Mais il ne s'agit pas seulement de pétrole et de gaz naturel, l'électricité également. Une partie sera produite à partir du pétrole et du gaz, bien sûr, mais nous disposons également d'énergie hydroélectrique et nucléaire. Ici au Canada, nous sommes un véritable leader dans le domaine nucléaire. Il ne s'agit donc pas d'une seule histoire. Comme vous le dites, nous avons parlé du pétrole et du gaz naturel, nous pourrions parler de l'uranium, nous pourrions parler du cuivre, de l'or, de l'argent. Nous pourrions aborder l'ensemble du secteur des matières premières, ce qui me ramène à l'une de mes présentations préférées que vous avez faites. Je crois que c'était à Montréal en mars 2022 et où vous aviez présenté un graphique de supercycle dans lequel nous pourrions potentiellement entrer. Et quelques années plus tard, on a l'impression que vous aviez vu juste très tôt. Oui, ils sont difficiles à prévoir et je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est une phrase que j'ai probablement utilisée lors de cette présentation, que chaque cycle des matières premières est en réalité un super cycle. Ils prennent simplement beaucoup de temps à se dérouler. Alors, on peut se désintéresser en cours de route ou avoir l'impression que ce n'en est pas un, mais c'est simplement que cette phase prend du temps à se dérouler. Il y a quand même eu une bonne nouvelle. Je détesterais que les gens se disent: «Oh là là, on augmente encore notre production de pétrole. Vraiment, je pensais qu'on avait fait plus de progrès que ça». Eh bien, le graphique que j'ai trouvé vraiment intéressant, je l'ai piqué à Eric en fait, pour être honnête, nous illustre cette bonne nouvelle concernant l'énergie. D'accord, le prix du pétrole est à 105 $ aujourd'hui, ce qui pourrait également faire grimper les rendements obligataires. Mais la capacité de l'économie mondiale à résister à des prix du pétrole plus élevés s'est, elle, accrue au fil des ans. Quand on pense au prix élevé du pétrole, on pense que c'est génial pour les compagnies pétrolières, c'est peut-être bien pendant un certain temps, mais les flambées des prix du pétrole sont en fait très mauvaises, car elles font courir un risque d'inflation et peuvent mener à un point où l'économie ne peut plus les supporter. Tout cela se mesure. Nous appelons ce concept le prix de destruction de la demande. Qu'est-ce qui fixe le plafond du prix?
À quel moment détruisons-nous la demande? En général, on pourrait penser que lorsque la consommation de pétrole en pourcentage du PIB atteint cette fourchette de 4 ou 5 eh bien c'est là que le marché ou l'économie dit que ça suffit, on n'en peut plus. Nous devons en fait arrêter de consommer parce que le prix est trop douloureux, tout simplement. Ce qui est intéressant, si l'on trace une courbe de ce prix, on voit qu'il n'a cessé d'augmenter, même au cours des 5 dernières années, depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je crois qu'Éric Lassell a retracé cette tendance jusqu'aux années 70. Ainsi, l'intensité pétrolière, c'est-à-dire la quantité de pétrole nécessaire pour générer 1 dollar de PIB, a en fait été réduite de moitié depuis les années 70. Et si l'on en croit les chiffres, elle a même baissé au cours des 5 dernières années, ce qui est en réalité une bonne nouvelle. Cela m'indique deux choses. L'intensité énergétique de l'économie dans son ensemble a diminué, c'est une excellente nouvelle, nous sommes plus efficaces, et surtout, l'intensité pétrolière de l'économie a diminué. Et cela, c'est tout à fait logique. Nous électrifions les choses, nous essayons de réduire nos émissions, de réduire nos consommations. Bon, certaines choses demeurent difficiles. On ne peut pas avoir un avion à énergie solaire. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Mais la bonne nouvelle, ou la mauvaise, c'est selon, c'est que si un baril de pétrole à 105 dollars représente un risque pour l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt et potentiellement une destruction de la demande, la capacité de l'économie à résister à un baril de pétrole à 100 dollars s'est considérablement renforcée, même au cours des 5 dernières années. Je ne veux pas effrayer les gens, mais il faudrait que le prix grimpe à un niveau bien supérieur à ce que nous observons aujourd'hui pour vraiment paralyser l'activité. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je pense que le fait est que l'économie consomme moins d'énergie pour générer 1 dollar de PIB et qu'elle consomme beaucoup moins de pétrole de toute façon. Je pense que c'est là la bonne nouvelle. Cela dit, la réalité est que nous en sommes arrivés à un point où les réserves sont tellement épuisées que nous devons réellement commencer à les remplacer. Et bien sûr, les remplacer dans les endroits où nous nous sentons à l'aise pour les commercialiser et dont nous connaissons les fournisseurs. C'est donc là où se trouve une opportunité pour le Canada. Mais il faut rester objectif, nous n'allons pas nous lancer dans des considérations politiques ici. Mais bien sûr, je pense que nous sommes tous préoccupés par l'impact environnemental de l'extraction d'énergie, de l'utilisation du carbone. Nous n'oublions donc pas cet aspect lorsque nous abordons ce sujet. Nous parlons d'une opportunité d'investissement et des endroits où elle se présente. Et au Canada, je pense qu'en général, nous essayons de faire les choses correctement par rapport au reste du monde. Le reste du monde, comme on le dit souvent, a besoin de plus de Canada. C'est donc probablement une bonne chose dans l'ensemble, car nous le ferons sans doute mieux que quiconque. Et je pense que c'est un signe important. Et nous allons le faire de nombreuses façons différentes également. C'est donc une excellente conversation sur l'énergie. Et je sais que nous y reviendrons lorsque vous serez de retour la prochaine fois, car nous abordons toujours tout le monde de l'énergie et des matières premières lorsque vous êtes là. Passons rapidement en revue quelques autres sujets. Le premier concerne les services financiers. Nous avons une courbe des taux qui s'accentue, des taux à long terme plus élevés, tandis que les taux à court terme semblent se maintenir à un niveau assez stable. Cela tend à être plutôt favorable aux banques et aux sociétés de services financiers. Ces actions atteignent donc des sommets historiques. Leur valorisation dépasse les niveaux normaux, mais là encore, compte tenu du contexte, ça ne paraît pas si déraisonnable, disons. Alors, vous restez assez optimiste concernant les services financiers canadiens? Oui, je dirais que c'est le cas sur le long terme. Les banques en particulier. Les fondamentaux sous-jacents des bénéfices bancaires sont très solides. La valorisation est certes un sujet de préoccupation, mais je pense qu'elle reflète en partie cette solidité. Et la marge d'intérêt net ainsi que la croissance des prêts ont été plutôt favorables ces derniers temps. L'activité sur les marchés des capitaux a été soutenue. Les activités de gestion de patrimoine au sein des banques ont été performantes, mais le plus important pour les banques et que nous commençons à observer, c'est une amélioration du crédit.
Je pense également que la hausse des taux d'intérêt qui pourrait se produire compte tenu de l'évolution des rendements obligataires risque de rendre le marché un peu plus frileux quant à l'intégration d'une reprise complète dans les anticipations. Mais nous avons connu des taux d'intérêt plus élevés ces dernières années, ce qui a inquiété le marché au sujet du crédit et nous avons surmonté une grande partie de ces difficultés. Je pense que lorsque vous écoutez les conférences téléphoniques des banques, nous allons obtenir des résultats de la part des banques plus tard ce mois-ci. Il sera donc intéressant de voir comment elles abordent le crédit, car elles pourraient se montrer un peu plus prudentes que ce que nous avons entendu de leur part au cours des 2 derniers trimestres. Attendons de voir. Le marché était donc préoccupé par le crédit. Nous avons commencé à voir le crédit se normaliser. Nous considérons toujours les provisions pour perte sur créance comme un indicateur clé de cette évolution. Et comme celles-ci ont atteint un pic et commencent à s'inverser, je pense que les marchés se sont dit qu'ils appréciaient ce qui se passe au niveau des résultats bancaires. Je suis un peu inquiet au sujet du crédit, mais une fois que nous aurons un peu plus de visibilité sur la normalisation et l'amélioration du crédit au cours du second semestre de cette année et à l'aube de l'année prochaine, cela devrait soutenir une croissance des bénéfices plus normalisée, voire accélérée, à mesure que ces réserves reviendront dans le pool des bénéfices. Aujourd'hui, le marché est incroyablement efficace, résolument tourné vers l'avenir, comme le dit Stu, et il anticipe cette croissance des bénéfices par le biais d'un multiple plus élevé. Nous avons donc beaucoup anticipé cela. La question est de savoir si vous achetiez une banque aujourd'hui, quelle serait votre probabilité de réaliser des rendements positifs en termes absolus au cours des 2 prochaines années. Je pense que cela pourrait s'avérer un peu difficile compte tenu du niveau actuel des valorisations. Cela dit, si l'on considère que le risque pour les banques réside dans une nouvelle accélération du crédit, ce ne serait pas une bonne chose pour elles, mais la bonne nouvelle est qu'elles sont incroyablement bien capitalisées. C'est là qu'elles ont redistribué l'argent aux actionnaires et utilisé ce capital comme un tampon pour faire face aux aléas du crédit. Elles vont être encore mieux capitalisées, donc même si le crédit venait à connaître quelques soubresauts, je pense que les banques s'en sortiraient sans encombre. Le sujet sur lequel les gens se sont plus concentrés, ou l'un des principaux, en tout cas celui qui retient mon attention en matière de crédit, ce sont les prêts hypothécaires et le marché immobilier. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur le marché immobilier, mais le point essentiel, c'est le cycle de refinancement hypothécaire que nous traversons en ce moment et dont nous sommes en plein milieu. L'idée, en gros, c'est que les 2 tiers des prêts hypothécaires des banques vont être refinancés en 2025, 26 et 27. Et bon nombre de ces prêts hypothécaires ont été souscrits ou accordés à une époque où les taux d'intérêt étaient vraiment bas, inférieurs ou autour de 2%. Et aujourd'hui, ils sont refinancés à des taux hypothécaires bien plus élevés. Il y a eu une période où les taux hypothécaires avoisinaient les 6%. C'est une situation très inquiétante. Aujourd'hui, les taux hypothécaires se situent entre 3,5 et 4%, ce qui est un peu moins choquant. Et nous travaillons également sur ce point. Il y a donc eu une cohorte importante en 2025. Si l'on pense aux prêts hypothécaires sur 3 et 5 ans datant de 2025, les taux étaient alors très bas. Et maintenant, nous sommes en 2026 et nous avons des prêts hypothécaires souscrits en 2021 sur une durée de 5 ans et certains en 2023 sur une durée de 3 ans. Il y a donc une cohorte d'emprunteurs hypothécaires qui vont renouveler leurs prêts cette année et qui vont devoir faire face à une augmentation de 20 à 25 de leur mensualité. Je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, car pour la plupart des Canadiens, c'est la plus grosse dépense mensuelle. Ils vont devoir l'assumer. Ils ont eu un peu de temps pour s'organiser, mais disons que peut-être 20 à 25 des emprunteurs vont devoir faire face à une augmentation de 20 à 25 de leur mensualité. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que 50% des emprunteurs hypothécaires qui refinancent en 2026 ne verront en réalité aucun changement dans leur mensualité ou même une baisse de 10%. Et je me souviens que quand j'ai vu ce tableau pour la première fois, eh bien, je n'y ai pas cru. Mais tout le monde n'a pas opté pour un taux fixe il y a 5 ans. Beaucoup de gens auraient aimé le faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Du coup, certaines personnes ont un taux variable et voient leur taux hypothécaire baisser, ce qui les rend plutôt contents. Ou alors, vous avez opté pour un taux fixe de 3 ans il y a 3 ans, qui était sûrement beaucoup plus élevé. Donc, certaines personnes doivent faire face à une hausse de leur mensualité, c'est vrai, mais une grande partie d'entre elles bénéficient en fait d'un certain allègement.
Ce vent contraire aurait pu être un problème ou peut encore l'être pour les banques canadiennes. Cela pourrait être un problème pour les biens de consommation discrétionnaires canadiens, comme Canadian Tire ou Aritzia, mais cela devient moins problématique. Et à un moment donné, au fur et à mesure que nous avançons dans cette année et que nous entrons dans l'année prochaine, ce vent contraire se transforme en vent favorable. Je ne sais pas si c'est la seule chose qui a rendu les gens moins inquiets au sujet des banques, mais à mesure que l'on traverse cette période, on est un peu moins inquiet au sujet du crédit. Si l'on commence à réfléchir à ce que cela signifie, on libère les réserves mises de côté pour les prêts dont on pensait pouvoir être remboursés. Ces fonds reviennent dans le pool des bénéfices, ils reviennent dans l'équation du capital. Je pense que le marché en prend conscience et attribue une valorisation assez élevée aux banques. Je pense qu'il faut simplement garder à l'esprit cette valorisation et s'attendre peut-être à quelques périodes de flottement au cours des 6 à 12 prochains mois. Mais si l'on revient à la question de savoir comment une banque canadienne va se comporter dans une période où le Canada revient sur le devant de la scène à l'issue d'un cycle mondial de réinvestissement de capitaux, sans vouloir dépeindre une situation trop idyllique, on se retrouverait avec une économie canadienne forte, ce qui se traduirait par une forte croissance des prêts et une activité commerciale soutenue pour les banques canadiennes. Je ne veux pas mettre tout le monde en ébullition vendredi, mais avec le rouge à l'écran, je pense que nous avons tous besoin d'un petit coup de pouce à l'approche du week-end. Oui, et le marché immobilier aussi. Tout ce dont vous avez parlé devrait aussi être positif pour le marché immobilier canadien. Le marché immobilier canadien est en difficulté depuis la forte hausse des prix qui a suivi la chute des taux d'intérêt à pratiquement zéro pendant la pandémie de COVID et il a peine à se redresser. Vous êtes à Vancouver, moi à Toronto, ces marchés ont baissé de 15% par rapport à leur pic. Et selon le quartier où vous vous trouvez, la baisse peut être encore plus importante. Selon l'endroit où vous vous situez dans la région métropolitaine, autour de ces deux grandes villes, les prix de l'immobilier peuvent avoir chuté de 30%. Et l'activité n'a toujours pas vraiment redémarré. Mais on pourrait penser que ce que vous venez d'exposer ici va vers une meilleure accessibilité. Et si c'est le cas, avec la croissance économique et la hausse des revenus, on peut s'attendre à une reprise du marché immobilier canadien, ou du moins à une certaine normalisation. Nous avons connu une période trop effrénée en 2022, mais pour l'instant, la situation est un peu trop négative, étant donné que nous n'avons toujours pas assez de logements pour tout le monde dans ce pays. Et cela ne va probablement pas changer de sitôt. Si l'on se penche sur les cycles précédents, puisque nous ne pouvons pas prédire l'avenir, notre approche, c'est que nous devons nous préparer, envisager des scénarios, réfléchir à ce qui s'est passé par le passé, à quoi ressemblent ces situations. Je l'ai déjà dit que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime parfois. Nous examinons les cycles précédents et je pense que parfois nous devons en étudier plusieurs et ne pas nous limiter au dernier. Le risque sur le marché immobilier canadien, c'est que nous avons un billet de récence lié à ce qu'a fait le marché lors de la crise financière mondiale de 2008-2009. Il a simplement baissé puis connu un creux en V avant de remonter immédiatement. Je pense que nous ne sommes tous d'accord pour dire que cela ne se reproduira pas, car je pense qu'à l'échelle mondiale, nous sommes en baisse de 20% par rapport au pic, ce qui correspondait à l'ampleur de la baisse de l'indice des prix. Nous avons donc subi les conséquences sur les prix, mais si l'on examine certains cycles plus longs, comme ceux de la fin des années 80 ou des années 90, les prix ont baissé de 20%. Mais cela a pu prendre plusieurs années, près d'une décennie, pour s'en remettre. Et c'est peut-être ce que nous allons traverser. Le mal est fait au niveau des prix, mais il faudra du temps pour écouler les stocks, gérer l'offre et la demande. Je pense que ces processus prendront du temps à se dérouler. Mais il y a une bonne nouvelle. La baisse des prix semble correspondre au cycle précédent. Cette fois-ci, cela pourrait toujours être différent, mais le mal est fait au niveau des prix. Nous avons simplement besoin de temps pour nous en sortir. Je pense que c'est en fait une bonne nouvelle, car si l'on veut vraiment s'inquiéter pour le Canada, c'est surtout la nature spéculative du marché et le fait que certains sont dépassés par leur coût de logement, leur accessibilité financière et ce genre de choses. C'est un sujet auquel nous prêtons une attention particulière. Cela représente une part importante de l'économie canadienne
une part importante du bilan financier des Canadiens. Une grande partie de leur patrimoine est immobilisé dans leur logement, ce qui influence leur comportement et leurs dépenses. C'est donc un sujet auquel nous accordons une attention bien particulière. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, Scott. Le point le plus positif de cette émission est que nous en sommes à 50 minutes. Nous avons presque atteint l'heure. Un jour, on fera des Joe Rogan de nous-mêmes. On vous invitera à passer 3 ou 4 heures à discuter pour plonger au plus profond de l'esprit de Scott Lizakowski. Mais ce qui est génial au Canada en ce moment même, nous nous dirigeons vers le long week-end de mai au Canada. Je ne sais pas comment c'est à Vancouver, mais ici à Toronto, nous allons avoir un temps magnifique. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'été. C'est la meilleure période de l'année dans ce pays, le plus beau pays du monde. Nous aurons des feux d'artifice pour fêter ça lundi. Et c'est formidable d'être Canadien quand le printemps arrive et que tout change. Et je pense que vous avez donné un peu d'optimisme et des raisons pour lesquelles la prochaine décennie pourrait être une période tout à fait excellente pour les Canadiens. Alors, sortez, faites la fête, retrouvez-vous, profitez de votre pays. C'est peut-être un peu plus cher à vivre dans votre maison, alors restez dans le coin, profitez-en. C'est ce que je vais faire, moi, en tout cas. Allez vous asseoir sur votre terrasse maintenant que le printemps semble officiellement s'installer en Ontario. Nous avons eu un printemps magnifique ici, mais oui, j'ai hâte de profiter d'un beau long week-end. Je suis revenu de Toronto et j'ai vu que ma pelouse avait besoin d'être tondue. Alors, je vais fêter ce long week-end en tondant ma pelouse. C'est ce que je vais faire, Scott, mais au moins ça aura fière allure quand je serai assis sur la terrasse. En tout cas, merci, Scott. Toujours un plaisir de savoir ce que vous pensez. Il y avait eu un long hiatus depuis votre dernière apparition. Scott se demandait pourquoi je ne l'invitais plus. Oui, qu'est-ce que j'ai bien pu dire cette fois-là? Mais là, on a eu un épisode double. On ne laissera plus passer autant de temps la prochaine fois. Vous reviendrez plus souvent. Passez un excellent week-end en famille et on se reparle bientôt. Merci, Dave. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.